J'invite maintenant le docteur Joe Cohen de chez GSK. C'est le docteur Cohen qui a dirigé la recherche pour le développement d'un vaccin contre la malaria. Oui, merci Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Effectivement, je viens de la part de GSK, mais tout comme Jean, après avoir travaillé plusieurs années chez GSK, j'ai pris ma retraite en 2012, mais à la différence de Jean, je suis encore consultant au GSK, il n'arrive pas à se débarrasser de moi. Et je suis, ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je suis particulièrement impliqué avec l'équipe qui développe le vaccin malaria et qui est aujourd'hui dirigée par le docteur Sophie Bierno, dirigée de main de maître par le docteur Sophie Bierno. Alors, je pense qu'il n'est peut-être pas inutile de rappeler l'impact que la malaria a au niveau santé publique globale, et en particulier en Afrique. Les derniers chiffres qui proviennent de l'OMS nous montrent qu'il y avait en 2012, qu'il était estimé qu'il y avait 200 millions de cas de malaria par le monde, et que ces 200 millions de cas résultaient en 600 000 décès. Ces chiffres deviennent encore plus parlants et plus terribles quand on sait que pour ce qui est des décès, l'énorme majorité de cela se passe en Afrique, chez des enfants en général de moins de 2 ans ou moins de 5 ans. Donc c'est véritablement une situation catastrophique dans pas mal de régions du monde, mais surtout en Afrique subsaharienne. Alors, ces chiffres, et ceci malgré des progrès importants au cours des dernières années dans les traitements, il y a de meilleurs traitements, et dans les méthodes de prévention, il y a une extension très rapide de l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais d'un autre côté, malheureusement, le pathogène a tendance à devenir résistant au traitement, et les moustiques qui sont le vecteur de la maladie ont tendance à devenir résistants aux insecticides. Et tout ça fait que les progrès sont véritablement menacés tout le temps. Donc il y a encore beaucoup mieux à faire au niveau amélioration des traitements, au niveau amélioration de la prévention, et certainement la communauté scientifique est très intéressée par avoir un vaccin qui serait une arme supplémentaire dans l'arsenal que nous avons aujourd'hui pour combattre, pour prévenir cette maladie. Alors, c'est un domaine très actif, le domaine de la recherche d'un vaccin contre la malaria, mais c'est un domaine qui a aussi pas mal de défis. Ça fait 60 ans au moins que des recherches se font, et nous n'avons toujours pas de vaccin enregistré qu'on puisse utiliser contre la malaria. Je pense que la complexité même du pathogène, qui est, je vous le rappelle, un parasite et donc un eucaryote beaucoup plus complexe génétiquement qu'une bactérie ou un virus contre lesquels nous avons réussi à faire des vaccins, et aussi peut-être justement par sa nature parasitaire à vraiment trouver des moyens d'échappement au système immunitaire et au système immunitaire. Voilà. Donc, et ajouté à cette complexité, il y a la complexité du cycle de vie du parasite, dont je vous parlerai dans une minute. Mais à côté de ces défis, il y a un sentiment que c'est faisable de développer un vaccin. Il y a toujours eu ce sentiment, heureusement, sinon nous ne serions pas là. Et ce sentiment est dû au fait que un certain nombre de modèles animaux montrent qu'il est possible de protéger avec des vaccins animaux
des animaux, des souris ou des primates contre la malaria. Et aussi, nous savons que les individus qui vivent dans la région endémique, acquièrent au cours du temps une immunité naturelle qui les protège peut-être pas contre l'infection, mais certainement contre la pathologie et la malaria clinique. Donc je voudrais quand même vous dire un petit mot sur le cycle de vie du parasite, qui est complexe, mais qui aussi indique les cibles que nous pouvons avoir pour le développement d'un vaccin. Donc c'est le moustique qui est le vecteur, qui injecte les parasites sous une forme qui s'appelle les sporozoïtes. Ces sporozoïtes très rapidement infectent le foie et pénètrent dans les hépatocytes. Et ce stade s'appelle le stade pré-érythrocytaire. À l'intérieur des hépatocytes, le parasite se développe, se différencie et se multiplie. Au bout d'une semaine, il sort du foie sous une forme pratiquement tout à fait nouvelle, que l'on appelle les mérozoïtes, qui à leur tour infectent des globules rouges et se développent dans les globules rouges et les détruisent en masse. Et c'est ce stade-là, le stade asexuel, asexual blood stage, qui est en fait responsable de la pathogénèse. Le stade pré-érythrocytaire n'est associé à aucun symptôme, aucune pathologie. Et donc on peut imaginer cibler le stade pré-érythrocytaire, le stade asexuel, ou même le stade sanguin, sexuel, qui est en fait qui serait on pourrait imaginer de bloquer en fait la transmission du parasite de l'homme vers le moustique. Alors, de nouveau l'OMS, simplement pour vous donner une idée de l'activité dans ce domaine, l'OMS a recensé aux dernières nouvelles, je dirais, près de 30 candidats vaccins en études cliniques. Près de 30 candidats vaccins en études cliniques, sans compter un nombre important, plusieurs dizaines en études précliniques, en études chez les animaux, etc. Parmi ces vaccins, il y en a un, comme par hasard, et c'est le seul qui a atteint la phase 3, et c'est le seul aussi qui est démontré de l'efficacité sur le terrain, en Afrique, chez les adultes et aussi chez les enfants, et c'est le vaccin que GSK développe aujourd'hui. Alors comment sommes-nous arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Eh bien, ça a pris beaucoup de temps, et c'est pour ça que je vous demande immédiatement un peu d'indulgence quant aux 20 minutes de séminaire ici, parce qu'il s'agit de résumer 30 ans de boulot en 20 minutes, c'est pas évident. Donc, GSK est impliqué dans le développement du vaccin malaria depuis 1984. Le vaccin RTSS, dont nous parlons aujourd'hui, le travail a commencé en 1987. En 1992, nous faisions nos premières études chez l'homme. C'était pas brillant, mais c'était quand même encourageant. Donc on a été encouragé à poursuivre. Et en 1997, nous avons pour la première fois démontré l'efficacité dans un modèle de challenge où des individus sains sont immunisés et puis sont soumis à des piqûres de moustiques dans des conditions confinées évidemment et tout à fait safe. Donc c'était ceci en 1997. Et puis à partir de là, ceci a été fait en collaboration avec l'armée américaine. À partir de là, nous avons progressé de manière prudente vers le terrain, l'Afrique. Et nous allons démontrer en 2000
l'efficacité du vaccin chez les adultes en Afrique, puis en 2004, son efficacité chez les enfants de 1 à 4 ans, toujours en Afrique, au Mozambique, et puis finalement, en 2007, l'efficacité du vaccin chez les bébés de quelques semaines d'âge. Je voudrais peut-être dire un mot mais c'est vraiment tout à fait ultra simplifié, sur la stratégie scientifique. Nous avons ciblé le stade pré-érythrocytaire et nous avons fait des hypothèses que pour protéger à ce stade, il fallait que notre vaccin induise des anticorps pour bloquer les sporozoïtes, mais également de l'immunité cellulaire. Et je reste vraiment très très simple ici pour détruire les cellules de foie infectées. Et très rapidement, le vaccin lui-même, RTSS, il est basé sur une protéine de surface du sporozoïde que l'on appelle la circumsporozoïde protéine, CSP. Nous avons fusionné une partie du gène codant pour cette protéine au gène codant pour l'antigène de surface de l'hépatite B. Et cette fusion est exprimée dans les cellules de levure, Saccharomyces cerevisiae, et l'important c'est de savoir que l'antigène se présente sous une forme de pseudovirus, de particules pseudovirales, et nous avons testé l'antigène au cours du temps, la ligne du temps, mais nous nous sommes vite aperçus qu'il fallait aussi des adjuvants puissants pour avoir du succès, et c'est comme cela que après beaucoup de recherches, et je passe ici des années de recherche de laboratoire, de recherche et du développement d'adjuvants, nous en sommes aujourd'hui à l'utilisation de l'adjuvant, du système d'adjuvant AS01 avec l'antigène RTSS, et ceci est notre vaccin qui se présente sous la forme de deux fioles, l'une contenant l'antigène lyophilisé et l'autre contenant l'adjuvant. Alors, je voudrais dire un mot sur la manière dont nous avons fait ce développement. Je pense que là, le maître mot, c'est partenariat et partenariat public-privé. Nous n'aurions pas pu développer ce vaccin sans avoir établi un partenariat avec un organisme public sans but lucratif qui s'appelle la Malaria Vaccine Initiative, MVI, avec qui nous avons conclu un accord en 2001, et donc depuis 2001 jusqu'à présent, nous sommes en partenariat avec eux. Ils ont partagé avec nous les coûts de développement, les risques, et chacun a contribué ce qu'il est capable de contribuer. Mais c'était vraiment un partenariat tout à fait critique pour le développement du vaccin. Alors, derrière MVI, c'est la Fondation Gates, parce que le financement du MVI, c'est pratiquement à 100% M. Bill Gates et sa fondation. Alors, vous vous souvenez qu'en 2007, nous prenons toutes les décisions importantes, stratégiques, de manière conjointe avec ce partenaire. Alors en 2007, je vous ai dit, nous avions démontré sur le terrain, en Afrique, l'efficacité du vaccin chez les bébés de quelques semaines. Et à partir de ce moment, avec nos partenaires et avec tous nos collaborateurs, nous avons décidé qu'il était temps alors de passer en phase 3 de développement et de progresser vers la phase 3. C'est une décision importante parce que les phases 3 sont en général beaucoup plus grandes, plus chères, beaucoup plus chères que les phases 2, et
Donc en 2009, nous avons initié l'étude pivotale de phase 3 pour démontrer l'efficacité du vaccin contre la malaria clinique, mais également contre une série d'autres manifestations, d'autres paramètres qui ont une grande importance au niveau santé publique. Par exemple, l'efficacité contre la malaria sévère qui mène à l'hospitalisation, l'efficacité contre l'hospitalisation due au palu, tous les cas d'hospitalisation et l'impact sur la mortalité, si c'était possible de voir ça. Évidemment, la phase 3 aussi doit démontrer la sécurité du vaccin. Et finalement, nous voulions également démontrer qu'il était possible de co-administrer le vaccin malaria avec tous les vaccins du programme étendu de vaccination, le fameux EPI de l'OMS, parce que c'est beaucoup plus pratique évidemment. Donc, toujours en ce qui concerne la phase 3, nous l'avons conduite dans 11 centres dans 7 pays africains différents, couvrant différents types d'épidémiologie de la malaria, différentes forces de transmission, si vous voulez. Et nous avons fait le choix scientifique et aussi éthique de mesurer l'efficacité du vaccin en présence d'une couverture, une haute couverture avec les moyens de prévention et les meilleurs traitements actuels. Donc l'efficacité que nous avons, c'est over and above, au-dessus de ce qui peut se faire de mieux en prévention et en traitement de la maladie. Alors au niveau design de l'étude, très rapidement, c'est une étude qui a en fait 3 bras. Le premier bras, les enfants reçoivent 3 doses RTS à 1 mois d'intervalle et une dose de rappel au mois 20, c'est-à-dire 18 mois après la dernière dose le deuxième groupe, c'est la même chose, 3 doses primo-vaccination, mais pas de boost, pas de rappel, et puis évidemment le bras contrôle. Et donc quelques années, c'est une étude en double aveugle, randomisée contrôle, avec un bras contrôle, qui a enrôlé plus de 15 000 enfants dans 2 groupes d'âge distincts, 5 à 17 mois, 6 à 12 semaines. 6 à 12 semaines, ce sont les enfants qui reçoivent en même temps les vaccins du PEV, l'EPI, et voilà. Et puis les vaccins contrôle adéquats suivant les âges. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ces âges-là? Parce que je vous l'ai dit, ce sont les enfants en bas âge, en dessous de 2 ans, en dessous de 5 ans, qui sont le plus vulnérables, en particulier à la malaria sévère et à la malaria et à la mort due à la malaria. Alors, je pourrais résumer l'ensemble de l'étude phase 3 en disant l'étude phase 3 a confirmé les résultats que nous avions vus dans les études de phase 2, à savoir que après un suivi de 18 mois, donc avant le rappel, ici, après un suivi de 18 mois, le nombre de cas de malaria chez les enfants de 5 à 17 mois est diminué de moitié, et c'est moins bien chez les nourrissons, les petits bébés de 6 à 12 semaines, la réduction du nombre de cas de malaria est du quart. Alors, les résultats que je vous montre, c'est les résultats au mois 18. D'accord? L'étude, en fait, a continué avec au mois 20 un rappel et du suivi encore pour 1 an et demi à 2 ans, suivant l'âge
des enfants. Alors, quelques détails sur les résultats de cette phase 3, et ces résultats encore partiels de la phase 3. Alors, chez les enfants de 6 à 12 semaines, je vous ai dit, l'efficacité est de 27%, 27% de diminution de risque de la malaria. Ça ne vous paraît peut-être pas extraordinaire, et c'est certainement pas ce qu'on voit avec beaucoup d'autres vaccins. Néanmoins, qu'est-ce que cela représente au niveau, justement, impact sur la santé publique? Eh bien, une des mesures de cet impact, c'est de regarder le nombre de cas évités par la vaccination. Et dans cette situation ici, nous avons 450 cas évités pour chaque 1000 enfants qui a été vacciné. Donc pour chaque 1000 enfants vaccinés, et sur une période de 18 mois, 500 cas de malaria ont été évités. Ça, c'est la moyenne. Ce chiffre varie de site à site. Par exemple, dans un site où il y a beaucoup de malaria, le nombre de cas évités par 1000 enfants, pour chaque 1000 enfants vaccinés, est de près de 1500. Encore 3 minutes. 1400. Ok. Ça va être dur. C'est prévu 20 minutes. Hein. Oui. Non. Et donc, chez les âgés, chez les enfants plus âgés, évidemment, c'est mieux, 46% d'efficacité. Et dans ce cas, le nombre de cas évités pour 1000 enfants vaccinés sur une période de 18 mois est de 829, allant de 37 dans les sites où il y a très peu de malaria à jusqu'à 2300 cas dans les sites où il y a énormément de malaria. Encore une fois, un impact, je pense, au niveau santé publique que nous voyons être très important. Parlant de santé publique, ce n'est pas simplement les cas de malaria qui sont diminués, contre lesquels le vaccin protège, mais également les cas de malaria sévère, et ça c'est important parce que les cas de malaria sévère, c'est l'hôpital, c'est les transfusions, etc. 36% de diminution, les hospitalisations dues à la malaria, 42% de diminution chez les 5 à 17 mois, etc. Et donc un peu moins bien chez les plus jeunes enfants. Donc, je pense encore une fois, un impact important au niveau santé publique. Alors, si l'on pose la question de savoir quelle est la durée de protection du vaccin, la persistance de la protection, eh bien, ce que nous avons fait, c'est de couper en tranches les 18 mois de follow-up, en tranches de 6 mois, et même... Attendez. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la protection persiste même durant la dernière tranche de 6 mois, mais elle diminue au cours du temps. Donc, les premiers 6 mois, on a 68 ou 47% d'efficacité. Cela tombe de 68 à 41 et puis de 41 à 26. Donc, certainement, l'efficacité persiste, mais diminue au cours du temps. Et c'est pour ça, évidemment, que nous sommes bien contents d'avoir un groupe où une dose de rappel est donnée à 20 mois. Et alors, ce sont ces résultats-là que je ne vous montre pas parce qu'ils n'ont pas encore été publiés, mais que nous espérons publier avant la fin de l'année. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Malheureusement, quelques secondes. Quelques secondes. Alors, en quelques secondes, je peux résumer quelques années. Enfin, bon, je dirais que j'ai oublié de vous dire que le timing de ce séminaire était excellent, puisque vous avez peut-être entendu dans la presse ou ailleurs qu'au mois de juillet 2014, GSK a en fait soumis un dossier régulatoire à l'Agence européenne du médicament. Ce n'est pas un dossier d'enregistrement, parce que ce vaccin n'est pas destiné à être commercialisé en Europe. C'est un dossier qui va suivre une voie un peu particulière, qui s'appelle la procédure 58 de l'EMA, de l'Agence européenne
du médicament. Alors, c'est une procédure spéciale où l'agence revoit le dossier comme elle reverrait un dossier d'enregistrement, mais ne donne pas un enregistrement, une autorisation de mise sur le marché, elle donne une opinion scientifique. Alors, avec cette, donc, nous attendons l'opinion scientifique, de l'EMA, qui devrait venir vers le troisième quart de l'année 2015, nous espérons, si tout va bien. Mais ça ne sera pas fini. À partir de là, les choses se compliquent un peu, parce que avec cette opinion positive, l'OMS pourra alors donner une recommandation quant à l'utilisation du vaccin. Dans quelles conditions on peut l'utiliser, où on le fait qu'on peut l'utiliser, quel groupe d'âge, etc. L'OMS devra aussi donner ce qu'on appelle une préqualification. C'est une revue technique du dossier, je dirais, pour faire simple, et qui est nécessaire pour que les organismes tels que Gavi, dont Jean a parlé, ou l'UNICEF, puissent financer le vaccin, acheter le vaccin et le distribuer aux pays africains. Mais ce n'est pas fini parce que, en fait, ce ne sont que les pays africains qui peuvent enregistrer. D'accord. Finalement, l'enregistrement final ne se fera que dans les pays africains. Donc il va nous falloir patienter encore quelques années. Je voudrais vous remercier de votre patience, remercier tous les gens qui ont contribué à ce projet. Il y en a beaucoup. Désolé d'avoir été un peu trop. Il exclut, c'est vrai que c'est un très bon travail, mais qui aboutit. En tout cas, enfin d'aboutir. Merci beaucoup. Merci.